remercier déjà les membres de l'Étoile Seine-Nol d'avoir participé à l'organisation de cette conférence, qui est notre deuxième conférence cette année. La première était avec Daniel Kunt, pardon. On avait fait une conférence sur le Soleil en astronomie. Donc bienvenue pour cette nouvelle conférence. On a le plaisir de recevoir ce soir Carole Ramboul. Avant de faire une petite présentation de Carole, je vais vous présenter l'Étoile Seine-Nol. Nous, on est une association, pour ceux qui ne connaissent pas, on est une association qui est... c'est une école d'astronomie, on fait partie du réseau AFA, Association Française d'Astronomie. C'est un petit peu comme une école de ski, sauf qu'au lieu de passer sur la neige, on est dans les étoiles. Donc il y a plusieurs niveaux. D'ailleurs, on a un enfant, je le fais coucou, qui fait finir un de ses stages, parce qu'avec le problème du Covid, évidemment, on a dû repousser nos soirées d'observation entre couvre-feu, mauvais temps. Ça fait peu cher, il avait commencé en février 2021 et il termine son stage là, le 11 décembre. Voilà. Donc il faut les féliciter, ces enfants, parce qu'ils font la démarche de sortir de l'attribution de leur console pour un peu regarder comment fonctionne le monde autour d'eux et faire la démarche de venir dans une école, dans un établissement comme le nôtre. Je trouve que c'est bien, et les parents aussi, je les encourage. Si vous avez des enfants, des petits-enfants, des neveux, nièces, à leur faire découvrir justement cette magie de ciel étoilé, un si beau ciel que va nous présenter Carole ce soir. Donc, bonsoir Carole, merci d'être venue. Donc, alors je vais vous présenter, vous êtes venu ce soir nous faire le plaisir de présenter votre nouveau livre. Livre qui s'appelle Il était une fois la nuit. Donc je vous le présente, je vous le montre là, donc vous aurez peut-être, certains l'ont déjà acheté, donc si vous voulez l'acheter à la fin de la conférence, vous pouvez le trouver. On est en partenariat ce soir avec Sorams, donc si vous voulez l'acheter, vous pouvez l'acheter à la fin de la conférence. Carole nous fera un plaisir sûrement de le dédicacer, si ça se passe bien. Il n'y a pas de raison. Donc ça c'est à la fin, donc du coup vous pourrez venir, on a du stock, donc il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas, vous pouvez en prendre pour vos amis, pour les cadeaux de Noël, c'est l'occasion. Avant, donc, du coup, je vais quand même vous présenter au public. Donc vous êtes né ici, dans la région, à Montpellier, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, vous avez 48 ans. On ne donne pas l'âge. Très jeune. On ne donne pas l'âge. Je suis obligé quand même, hein, bon. Voilà. Donc vous avez vécu dans la région de Béziers, hein? Oui. Je me trompe. Voilà, votre enfance, c'est votre enfance à Béziers. Et vous vivez ici à Saint-Hilaire-de-Prêtnas. Et vous êtes enseignante, professeur de physique-chimie. Voilà, c'est ça, oui. auprès des jeunes collégiens dans le collège de Salins. Je salue d'ailleurs M. Christian Chambon, adjoint à la mairie d'Alès et proviseur de ce très beau collège. D'ailleurs, on pouvait nous amener des enfants aussi, hein, pour faire découvrir le ciel étoilé à notre école d'astronomie. Vous êtes bienvenus. C'est prévu. C'est la petite parenthèse. Du coup, et depuis, alors vous êtes depuis quand, peut-être ici, dans ce collège de Salins? Bonne question, ça va faire plus de 10 ans, je crois. Ouais. Et ça fait à peu près, même un peu plus, puisque ça fait à peu près 20 ans que je suis sur Alès. 20 ans. Ouais. Donc vous êtes bien ancré dans la région. Je pense que les Sélénols ont dû vous accepter. On va voir ce soir avec vos photos. Et donc vous avez décidé, vous êtes passionné depuis votre plus jeune âge, je crois, à la photographie, et vous avez décidé d'immortaliser ces moments d'exception que vous observez, que ce soit de la macro, vous allez nous expliquer un petit peu ce que c'est, du paysage, peut-être du portrait, je ne sais pas. Oui, en fait, j'ai commencé toute petite. Hein. C'était mon père qui m'avait donné un petit appareil en argentique, il n'y avait pas de pellicule dedans. Et moi, je ne savais pas, et donc je prenais tout en photo, les roses, le ciel, la nature. Hein, déjà, j'étais totalement branchée nature. Et voilà, et c'est amusant parce que j'ai jamais vu les photos, mais dans ma tête, je les vois encore très nettement. Donc, ça montre que l'important, c'est pas le résultat, mais l'instant où on photographie, c'est celui-là qui est marquant, parce qu'on est vraiment à ce moment-là dans l'instant présent et on fiche quelque chose et on marque à vie dans sa mémoire. C'était ça que je cherchais. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait l'argentique, il fallait faire la démarche de faire développer les photos.
Donc du coup, vous avez fait faire des économies à vos parents. Faites des enregistrés dans votre mémoire, c'est pas plus mal. C'est un bon conseil. Aujourd'hui, avec le numérique, on peut mitrailler de photos et faire d'autres types de photos que vous allez nous présenter ce soir, parce que vous avez créé un livre, c'est votre 3e bouquin. Oui. Les 2 premiers, c'était... Les 2 premiers étaient sur de la macro, en fait, sur des insectes, des fleurs. Voilà, le premier avec un éditeur. En fait, en 2013, j'ai passé le statut pour être auteur-photographe et rapidement, je suis tombée sur un éditeur qui a aimé mon travail, donc j'ai pu éditer un premier livre avec lui. Et puis après, j'en ai édité un 2e sur uniquement les fleurs de la région, les fleurs sauvages. Et là, il était celui-là en auto-édition. Et puis après, voilà, l'idée c'était en prof de physique-chimie, de passer de l'infiniment petit à l'infiniment grand, et donc j'ai abouti dans les étoiles. Ce qui était assez cohérent finalement, parce que quand je faisais de la macro, j'avais un petit univers, je faisais une petite bulle autour de moi, et bon là j'ai une grosse bulle, mais c'est pareil, je suis quand même bien dans une dimension spécifique. Voilà. Je rappelle qu'elle est professeure de physique-chimie, donc forcément ça entraîne une vocation, cette curiosité scientifique que vous avez, et du coup vous avez voulu un petit peu... Oui, mais en même temps c'est marrant parce que je l'attaque à chaque fois par le côté artistique, le côté plus poétique. C'est ça, c'est ce qu'on va découvrir dans votre livre, justement, Il était une fois la nuit. Et ce livre est le premier où j'arrive à équilibrer les deux. C'est une exception, c'est pas mal. Oui. C'est pas mal. Donc du coup, je vais arrêter de parler, je vais laisser la parole à Carole. Merci encore de votre venue. Merci pour l'invitation. C'est tout à fait normal. Je rappelle juste que nous, on s'est connus il y a un petit moment de ça, quand on avait inauguré Maison Rouge, on avait fait peut-être une de vos premières expositions photos sur la nuit, pardon. Ouais. Et je vous avais demandé à l'époque, nous on développait notre association, on n'avait pas encore beaucoup de photos, on n'avait pas Frédéric qui est ici, qui nous fait de merveilleuses photos d'astronomie. Je vous ai demandé si vous pouvez nous filer une photo, elle est là, c'est une des premières photos qu'on a mise sur Flash, qui a été, on avait profité, lorsque Alès est passé Big Port des Étoiles, on avait fait une inauguration en 2018 et on avait profité d'imprimer sur Flash cette très belle photo qui je trouve qu'elle est beaucoup, m'inspire beaucoup cette photo, donc je l'avais choisie parmi celles que vous m'avez présentées. J'étais contente de construire. Je l'ai trouvée très belle, en plus c'est une région que j'aime beaucoup, les Bandons. Voilà, j'ai la chance d'avoir une maison familiale pas loin, et c'est vrai que là-bas, on a un ciel, et là, la photo, c'est très peu de pause, parce que même ça ne dévoile pas tout ce qu'on peut voir vraiment à la Lune. On a la chance d'être dans un parc, à l'est n'est pas dans le parc national des Cévennes, on est un peu aux portes de ce parc-là, mais à quelques kilomètres d'ici, vous pouvez voir un ciel. Allez vous balader la nuit, faites-le. La démarche vraiment de vous balader la nuit, vous allez voir vraiment, pas besoin d'aller dans un désert africain pour voir des étoiles, vous allez trouver une magnifique voie lactée et des milliards d'étoiles à portée de vue. Donc je ne reste pas plus long, je vous laisse présenter votre conférence. Si vous avez des questions, ce sera à la fin, bien entendu. C'est une projection avec des échanges. À la fin, on fera bien sûr les questions et la séance de dédicace. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une très bonne soirée. Merci encore. Je vous remercie vous aussi d'être là, présent. C'est vraiment, je suis touchée par votre présence. Avant de commencer, je voudrais préciser donc que je vais vous raconter la vie sous toutes ses facettes, mais je ne suis pas une spécialiste. Je suis photographe. Voilà, donc je précise bien ça. Et je suis une photographe qui a observé, qui a passé du temps sur le terrain, et ça m'a donné envie de me renseigner comme tout un chacun vous pourriez le faire. Donc je n'ai pas une spécialité dans tous les domaines dont je vais parler, ce serait quasi impossible. Donc voilà, ça reste quand même très accessible, ce que je vais dire est finalement assez superficiel, mais c'est vraiment une immersion dans la nuit, ce que je vous propose. Je précise aussi que toutes les photos donc, sont dans le livre, elles sont toutes faites en France, excepté 2 en Suisse, parce que mon éditeur étant en Suisse, voilà, j'avais aussi un peu travaillé là-bas. Et que voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais dire avant. Oui, je répondrai à vos questions à la fin. Je n'aborderai pas non plus le côté technique de la photo, et ça, j'y répondrai très volontiers à la fin. Si vous voulez retourner sur certaines photos et savoir comment elles se sont faites, on pourra le faire à ce moment-là.
Mais là, je vais plutôt raconter la nuit et pas rentrer dans les détails. Donc, voilà. Le but de cette conférence, en fait, c'est de raconter, en fait, mon travail a commencé, sur la nuit a commencé à peu près il y a 3 ans. Et je vais vous raconter un peu comment ça s'est construit, le livre, et comment tout ça s'est fait. Le point de départ, en fait, c'est un lotissement qui s'est construit à côté de chez moi. J'habitais un peu en campagne, il y avait des champs tout autour, c'était des habitats clairsemés. Et puis, du jour au lendemain, des lotissements se sont construits avec des lampadaires qui sont sortis de terre un peu partout. Et du jour au lendemain, voilà, la lumière qui est arrivée, qui éclairait tout autour et qui rentrait dans les maisons. Et je me suis posé des questions, voilà, j'étais déjà assez très sensibilisée à la nuit, mais je me suis dit, mais l'impact de cette lumière, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça m'a donné envie d'aller faire un petit tour, de sortir, en fait, de chez moi, d'aller me balader un peu autour, dans le village, dans d'autres villes, en France, et de regarder quelle était l'influence de l'éclairage sur notre santé. En fait, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on n'avait quasiment plus une obscurité. Le ciel, la noirceur du ciel, on ne connaît plus. Il y a partout un halo lumineux. Là, c'est le littoral méditerranéen, c'est des lumières qui font une barrière quasi infranchissable tout le long. Et voilà, ça aussi au bord de la mer. Il y a même des endroits donc, où finalement on se retrouvait comme en plein jour. Et on pourrait presque lire le journal alors qu'on est en pleine nuit. Hein. En 20 ans, on se rend compte que la lumière émise sur nos têtes a été multipliée par 2. Et en plus, comme on le voit sur cette photo, c'est une lumière qui est beaucoup trop blanche. Donc, trop de lumière. Voilà le Mont Saint-Michel. Je suis allée le photographier justement et j'ai été choquée finalement par le fait que pour moi il est défiguré par les lumières, ça pourrait être très joli, mais en fait ça mange de partout et trop de lumière nuit finalement à ce qu'on veut faire. Là, ce sont des pistes de ski et finalement on se croirait en plein jour. C'est pas la lune qui éclaire comme ça parce que vous voyez les étoiles, c'est juste toute la réverbération du village et des pistes de ski qui sont éclairées encore et qui vont illuminer tout autour. Et qui rendent donc ce ciel jamais noir, en fait, c'est ça. Donc, dans nos maisons, c'est pareil. On éclaire beaucoup trop. On éclaire sans s'en rendre compte, on n'a pas besoin le soir, en fait, d'éclairer autant. Alors voilà, pour les besoins du livre, je me suis amusée à des petites mises en scène pour montrer qu'on passe trop de temps devant nos écrans lumineux et qu'en plus ces écrans ils sont très proches de nous et que donc ça a un impact. Et en creusant un petit peu sur les chiffres, je me suis rendu compte que par exemple, le deuxième chiffre, il y a quand même plus d'un tiers des Français qui vont le soir dans leur lit avoir un écran allumé face à eux. Donc à un moment donné où, en fait, eh bien, on a l'hormone du sommeil, la mélatonine, qu'on doit se mettre à sécréter. Et pour ça, il faut se retrouver dans l'obscurité. Donc si vous êtes face à de la lumière, cette hormone est bloquée et la mise en sommeil ne va pas se faire. Donc on va basculer du coup sur des troubles du sommeil. On se rend compte qu'en 50 ans, on a perdu 1h30 de sommeil. C'est énorme, hein? Et on approche la limite fatidique des 7 heures de sommeil par nuit, en moyenne, et en dessous desquels on a des problèmes de santé à court et à long terme. Ces problèmes de santé, déjà c'est le sommeil, quand vous savez très bien que quand vous avez mal dormi, vous êtes fatigué, vous êtes irritable, vous êtes même déprimé. Il y a aussi des problèmes d'obésité qui se créent avec les troubles du sommeil. Ça fait une déficience de l'immunité, on est en moins bonne santé de ce point de vue-là, et donc ça peut créer des cancers et même accélérer le vieillissement. Donc c'est vraiment le fléau de notre siècle, le sommeil, et voilà, c'est lié à ces écrans notamment, à cet excès de lumière le soir,
qu'il faudrait mettre en pause, justement, et au fait aussi qu'on est dans une société de 24 heures sur 24, où le soir, on a du mal justement à faire pause et à s'arrêter. Et on veut toujours en faire plus, et on considère, beaucoup de nous, on considère, même moi parfois, que dormir c'est une perte de temps, il y a tellement de choses à faire que, voilà, pourquoi s'arrêter? Donc on continue. Évidemment, dans ces conditions-là, on n'est pas prêt de dormir correctement. Donc, et finalement, on est complètement immergé dans cette lumière et on ne s'en rend pas compte. Ça finit par être une espèce de normalité. Voilà. Et il faut prendre du recul pour se rendre compte qu'effectivement, il y a un souci. Mais si on ne prend pas ce recul, si on reste dans les villes, on ne s'en rend pas compte. On se baigne dans la lumière et puis c'est normal. Voilà. Donc, en prenant ce recul, voilà, on se rend compte que ça a un impact sur nous et on se dit aussi que, quand même, on n'est pas tout seul sur Terre. Il y a aussi d'autres... il y a des animaux qui vivent autour et que, forcément, quelque part, ça doit les influencer, cette lumière aussi. Donc, moi, pour en revenir au champ à côté de chez moi, le soir, avant le lotissement, j'aimais beaucoup aller en limite de clôture, il y a une haie, puis il y avait le champ, et puis j'entendais tous les animaux la nuit qui farfouillaient. Je sais que j'ai des hérissons, j'ai des petites musaraignes, voilà, des petits mulots, et j'ai même le renard des fois qui vient, le blaireau. Donc tout ça, ça fait une vie. Et puis maintenant, j'ai plus aucun bruit à côté. Enfin, en tout cas, plus aucun bruit animal. J'ai d'autres bruits, mais ce n'est pas les mêmes. Alors, je voulais juste vous faire une petite immersion. Voilà, donc c'était juste pour vous faire écouter, j'avais pris des enregistrements de ces petits bruits. Alors, vous voyez que d'un seul coup, on est passé sur un autre rythme. Je reviendrai sur ça, mais il n'y avait plus rien à voir, il fallait se mettre à écouter. Et moi, j'aimais beaucoup le soir sortir dans mon jardin, m'asseoir et simplement ne rien avoir à regarder et juste écouter ces animaux. Faire des petits bruits et puis m'imaginer ce qui se passait. Un tel qui marche, un tel qui mange peut-être quelque chose, et je trouvais ça vraiment extraordinaire. Du coup, je me suis posé la question de l'influence de cet éclairage sur les animaux. Alors, comme on est diurne, je me suis dit que forcément ça avait aussi un impact sur tous les animaux diurnes. Avec cette photo de cerf, là je l'illustre, mais c'est vrai que finalement, quand on éclaire en continu dans la nuit, on dérange les animaux qui ont besoin de se reposer la nuit, donc on les stresse, on les fatigue, et petit à petit, du coup, ça peut les rendre malades comme ça. Alors on pense effectivement au cerf, hein. Normalement, je pense notamment au brame. Vous savez que comme c'est un animal diurne, normalement le brame c'est en journée. Effectivement, il brame de plus en plus la nuit, mais en plus on continue à aller le déranger avec des lampes la nuit, donc voilà, on finit par, in fine, ces animaux par ne plus avoir d'espace pour être tranquilles. J'avais entendu parler aussi de rouge-gorge qui chantait pendant la nuit, alors que normalement il doit dormir. Et puis le jour où je suis allée au Mont-Saint-Michel, j'ai été vraiment choquée parce que donc ils ont fait des écluses, il y a une écluse, il y a tout un travail qui a été fait. Et le long de cette écluse, en dessous, sous le pont, en allant faire des photos, je suis tombée sur tout un groupe d'hirondelles. Le problème, c'est qu'il y avait un gros projecteur à côté. Et ces hirondelles, elles étaient complètement affolées. Elles piaillaient, elles volaient, alors que c'était la nuit et qu'elles auraient dû dormir. Et j'ai vraiment été... ça m'a profondément touchée. Je suis partie, j'étais malheureuse, parce que je trouvais que c'était terrible ce qu'elles vivaient. On les sentait vraiment stressées, pas tranquilles, tout le temps en train de s'envoler un peu, de vouloir se reposer, de ne pas savoir où se mettre.
parce que c'était complètement éclairé et qu'elles avaient... Voilà. Donc, vous allez dire Azaleka et ailleurs, mais il n'y a plus de refuge après, il n'y a plus d'endroit. Hein. Petit à petit, comme ça, leur refuge se diminue. Donc, il faut vraiment faire attention à tout ça. Après, il y a aussi tous les nocturnes. Il faut savoir qu'il y a quand même 1/3 des vertébrés et 2/3 des invertébrés qui sont nocturnes, c'est-à-dire une grosse majorité des animaux. D'accord ? Tous ces animaux-là, ils ont développé des aptitudes et des pouvoirs pour y voir la nuit qui sont extraordinaires, que nous, on n'a pas. Ils sont, par exemple, là, c'est un moyen duc hein, que j'ai photographié pas très loin d'Alès en faisant de l'affût une nuit. Donc ils ont de gros yeux, justement pour capter plus de lumière que nous. Ils ont des rétines qui sont beaucoup plus sensibles. Donc ils sont parfaitement adaptés à la nuit, ils peuvent capter jusqu'à 1% de la lumière. Alors que, voilà, donc c'est vraiment extraordinaire. Le problème, c'est qu'ils deviennent ultra sensibles à la lumière. C'est-à-dire que la moindre source d'éblouissement, et c'est la catastrophe pour eux. Il y en a qui se font écraser, ils sont désorientés, les phares sont très gênants parce qu'il faut s'imaginer qu'ils sont beaucoup plus sensibles que nous, donc ça les éblouit encore plus. Donc il faut voilà, faire très attention à ces éblouissements, notamment avec les phares. Il y a autre chose auxquelles ils sont très sensibles, ce sont toutes les lumières, comme les lampadaires, alors pensons à ce qu'on peut faire dans notre jardin, éclairer les façades, mettre des lampes solaires. En fait, tout ça, ça perturbe énormément les animaux nocturnes. D'accord ? Ça diminue leur espace de refuge la nuit et ils ont besoin de ça. À côté de chez moi, justement, j'avais jusqu'à maintenant un couple de petits ducs, c'est des hiboux, qui venaient chaque année au printemps nicher, avec les histoires de lotissement et l'histoire qu'il y en a un qui a mis un détecteur sur sa façade. Ben, quand ils viennent à cet endroit-là se poser, ben, le détecteur s'allume et donc c'est pas possible. Donc ils se renvolent et ils sont pas tranquilles. Et conclusion, ben, cette année, je ne les ai pas revus. Voilà. Le couple a dû trouver, j'espère, un autre endroit, mais où, à force, c'est partout pareil. Hein, donc voilà. Donc les lumières éclairées. Et il y a un autre phénomène qui gêne énormément les animaux nocturnes, c'est ce qu'on appelle la luminescence du ciel. C'est-à-dire qu'en fait, le ciel n'est jamais noir. Et ces animaux-là, ils sont faits pour chasser dans le noir. Et dès que c'est un peu plus lumineux, un tout petit peu, ils sont beaucoup moins efficaces. Ils perdent en efficacité. Donc, ils ont plus de difficultés pour se nourrir après. Donc, il faut faire tout est lié, il faut le savoir. Et les impacts sont multiples. Donc c'est vraiment une situation très complexe. Je me suis trompée. Alors je ne sais pas si vous avez reconnu. Des verbisants, voilà. Ils étaient j'en avais dans mon jardin. Justement, ils sont dans l'allée, à la limite, avec le lotissement, et je m'inquiète beaucoup pour eux, parce que, en fait, le couple, dans le nord absolu, se repère à 45 mètres. Mais dès qu'il commence à y avoir de la lumière, eh bien, c'est plus que 2 ou 3 mètres. Ce qui fait qu'en fait, ça diminue énormément leur chance de rencontre, donc de se reproduire. Donc vous voyez que c'est vraiment une influence. D'ailleurs, le ver luisant et la luciole sont les témoins phares, enfin les espèces emblématiques de la pollution lumineuse qu'on étudie en premier pour voir l'impact, parce que ils sont impactés et ils sont la base de la chaîne alimentaire. Hein, donc c'est vraiment important de faire attention à eux. D'autres espèces qui sont aussi très importantes, ce sont les chauves-souris. Donc voilà, donc j'ai pas voulu, toutes les photos que vous verrez dans le livre, hein, je n'ai jamais éclairé volontairement, je n'ai pas voulu mettre de pièges lumineux, et je me suis servi, s'il y avait de la lumière des lampadaires, là c'est le cas en fait. Donc les chauves-souris, il y a 2 types de chauves-souris, il y a celles qui fuient complètement la lumière, qui ont besoin du noir absolu, et puis il y a celles qui au contraire sont attirées par la lumière. Donc, à l'heure actuelle, le fait que la lumière progresse partout,
ben, ça nuit aux espèces qui fuient et ça les met en danger par rapport aux autres. Ça déséquilibre les espèces comme ça entre elles. Mais donc celles-ci, elles sont en fait, je dénonçais là la présence du lampadaire qui attire les insectes et les insectes donc font que les chauves-souris viennent chasser. On se dit super, mais en fait c'est pas naturel qu'il y ait 4 chauves-souris au même endroit, il y a surpopulation et elles vont se prendre l'une l'autre la nourriture, donc ça va pas. Il y a ça, et puis le fait aussi que en fait un lampadaire, il y a des études qui vont montrer, donc tue chaque nuit 150 insectes volants. On se dit 150. En France, il y a 11 millions de lampadaires. Ça fait plus d'1 milliard d'insectes qui meurent chaque nuit, rien qu'en France. 1 milliard. C'est quand même énorme. Hein, voilà. Donc, et on comprend mieux. J'avais vu une étude allemande qui dit que sur les 30 dernières années, il y a 75% de la population d'insectes volants qui a déjà disparu. Voilà. On parle beaucoup des abeilles, mais on ne parle pas de tout le reste, ils sont tous concernés. Alors pourquoi ils vont à côté comme ça? Pourquoi ils sont attirés? Déjà ils sont attirés parce que la lumière les attire, mais en fait il faut savoir qu'il y en a un paquet qui navigue à la lumière de la Lune. Et donc ils se repèrent par rapport à elle. Et ils vont confondre le lampadaire avec la Lune. Donc le problème c'est que le lampadaire, quand il se déplace, n'est plus à la même position. Donc à chaque fois ils tournent pour réadapter leur vol par rapport à la pseudo-lune, c'est-à-dire au lampadaire. Et ils finissent par tourner comme ça autour. Et à force de tourner, ben, ils s'épuisent et ils finissent par mourir. Voilà. Alors ça concerne les insectes, ça concerne aussi certains, comme les scarabées, les bousiers. Les bousiers marchent en se repérant par rapport à la lune et font la même chose. Et quand on met une lampe, on peut le voir se mettre à tourner en rond par rapport à la lampe. Donc c'est voilà, impressionnant. Non seulement déjà de voir l'impact, de savoir comment on découvre en même temps comment tous ces animaux fonctionnent et on n'a pas fini d'en apprendre, donc c'est vraiment extraordinaire. Et ça serait dommage que tous ces animaux disparaissent avant qu'on ait fait quoi que ce soit pour régler tout ça. Une autre source problématique pour les animaux, ce sont les routes. Ça fait un mur infranchissable la nuit. Alors on pense, oui, effectivement aux animaux terrestres, mais même les oiseaux, en fait, ne vont pas pouvoir. C'est vraiment, il y a une grosse barrière. Et notamment en Belgique, au Benelux, ils ont des gros soucis avec les barges à queue noire qui sont en train de disparaître. Parce que, en fait, bon, là je vous montre la grosse autoroute, mais même les petites routes vont jouer le même rôle. Et si c'est quadrillé de plein de petites routes, vous allez avoir des espaces assez petits qui vont être fermés et enfermés à l'intérieur. Les animaux qui ne vont pas pouvoir, du coup, se déplacer d'un espace noir à l'autre. Ils vont être prisonniers. Et donc ça empêche le brassage génétique et l'épuisement de l'espèce au fur et à mesure. Puis elle ne va pas pouvoir se déplacer pour aller se nourrir, pour chasser, etc. Donc on est en train de parler justement, hein, j'y reviendrai, de trame noire, j'y reviendrai après pour régler ce problème-là. Un autre piège lumineux, mortel, ce sont les phares. Et donc je suis allée à Ouessant, parce que c'est le phare le plus puissant d'Europe, voir le créage et le filmer, le photographier, je vous le montre. 60 km. Donc voilà la photo après que j'en ai tirée. Évidemment, je reviendrai après sur les difficultés du film par rapport à la photo, hein, mais là, c'est pas le but. Donc, pourquoi les phares posent un si grand problème? C'est parce que je vous ai parlé des insectes volants, mais les oiseaux, eux, ils se déplacent en se servant des étoiles et de la Voie lactée. C'est comme ça qu'ils vont s'orienter lors de leur migration nocturne. Et donc, en fait, quand il y a des phares, quand il y a des dômes lumineux des villes, tout ça, ça les perturbe, ça brouille leur carte GPS, en gros, et ils vont être attirés. Ça engendre beaucoup de fatigue, du coup.
Voilà. Et ils vont même être la même situation que les insectes volants, se trouver pris au piège dans ces faisceaux de phare et à tourner en rond et à mourir d'épuisement. Les habitants de Ouessant le savaient, le matin, ils allaient ramasser les grives au pied du phare. Ils savaient qu'ils au moment des migrations, il y en aurait qui seraient mortes. Donc, il y a les phares, mais il y a aussi, et ça c'est encore plus problématique, tout ce qui est illumination. Alors, là j'ai pris la Tour Eiffel, mais il y a la commémoration pour le 11 septembre, Tribute Night à New York. En fait, ce sont deux faisceaux laser qui montent à 6 km en hauteur, qu'on voit, hein, et qu'on voit 100 km à la ronde. Et ils avaient prévu à l'origine de laisser ces deux faisceaux laser allumés tous les soirs. Et ils se sont rendus compte en fait que c'était un carnage pour les oiseaux. Et donc maintenant, on s'est allumé qu'un soir, le soir du 11 septembre. Et encore, il y a des soirs où ils ont dû l'éteindre pendant quelques minutes pour libérer des nuées d'oiseaux qui étaient piégés dans le faisceau laser et qui tournaient en rond. Voilà, donc ils sont éteints, donc ils ont bien conscience effectivement du problème. Et donc il faut qu'on arrive à faire attention à tout ça, parce que, en gros, on n'est pas tout seul et que c'est vrai que ça a des conséquences sur tout ce qui nous entoure. En opposition, voilà, je voulais montrer, moi je suis allée faire une photo parce que c'est vrai qu'on se dit, oui, mais ces illuminations c'est très beau, mais en fait il n'y a pas besoin de toute cette lumière pour faire quelque chose de très beau. On peut avoir, la nature est belle toute seule, et quand chaque chose est à sa place, ça suffit pour que la beauté soit là. Donc là, cette photo-là, j'avais vraiment prémédité, je l'avais vraiment imaginée dans ma tête. J'ai attendu un soir où il y avait une éclipse de lune pénombrale, donc c'est pour ça qu'elle est très pâle et qu'elle n'éclaire pas trop. Et je suis allée en Camargue, un endroit où justement là, c'est assez protégé à peu près de ce point de vue-là ici. Et donc je savais aussi, j'avais l'habitude de photographier les ibis, et le soir en fait ils retournent sur leur dortoir, je savais qu'ils allaient passer. Donc je me suis placée à un endroit de façon à voir les ibis qui passent à peu près devant la lune ou à côté de la lune. Donc voilà, c'est pour montrer aussi qu'une photo c'est pas toujours un hasard, on déclenche parce qu'on est là au bon moment, au bon endroit. Parfois c'est quelque chose qu'on va anticiper des mois à l'avance. Et on a l'impression de c'est là maintenant, et puis sinon c'est trop tard, plus jamais, parce que l'éclipse, une heure après c'était fini, et il n'y en avait plus d'autres comme ça à cette période-là, avec les ibis, il fallait que ce soit au printemps, donc voilà. Mais voilà, en même temps, là il n'y a pas de lumière, et chaque chose est à sa place, et la nature est belle comme ça quand tout est préservé. Il n'y a pas que nous, il n'y a pas que les animaux, il y a aussi la flore qui est impactée par la lumière, et ça on s'en rend compte de plus en plus. En même temps on s'en doutait, puisque la végétation vit au rythme du jour et de la nuit, hein, le rythme circadien. Et alors là, cette photo, je voulais en fait, ce sont des orchidées, et ce qui est amusant, c'est que ces orchidées, elles ont des petits tubes, et les insectes, ils vont y passer la nuit, ils vont se coucher à l'intérieur, à l'abri. Ils sont chauds, ça fait un peu plus de 2 degrés ou 2-3 degrés de plus qu'à l'intérieur, ils sont à l'abri du vent, ils passent la nuit là, et le matin quand ils en sortent, même ils ont du pollen partout, et après ils vont comme ça pouvoir aller polliniser. Donc quand même la nature est vraiment géniale, tout est bien fait, et ça fait donc qu'on se rend compte que si on se met à éclairer ce champ, hein, imaginons justement à côté de mon lotissement, il y a encore d'autres champs avec des fleurs et tout. Mais à ce moment-là, si ce champ devient éclairé, les insectes, la nuit, ne vont plus y aller. Or, c'est la nuit que se fait le maximum de pollinisation, ce qui fait qu'en journée, ce champ, il sera moins fleuri, puisqu'il a été moins pollinisé. Donc, il y aura moins d'insectes qui grondent, il y aura moins de nourriture pour les oiseaux. Donc là aussi, l'impact, il est énorme. Alors qu'au début, on ne se rend pas compte, on éclaire juste un champ la nuit, mais quelle importance. Et en fait, voilà, on attaque
la base d'un maillon qui se déroule après jusqu'aux oiseaux. Et il y a une étude récente qui nous a appris aussi que les arbres dorment, donc ça j'ai trouvé ça extraordinaire. En fait, le soir, c'est comme nous, ils se détendent et ils vont reposer leurs branches, elles vont baisser de quelques centimètres. Donc ils ont besoin de ça pour se relâcher la pression. Ça leur fait du bien. Et puis je ne vois plus du tout pareil les arbres qui sont dans les parcs éclairés la nuit. Il y a des arbres violemment éclairés par des lampadaires. Et je trouve ça terrible. Et je me suis rendu compte la dernière fois, on était justement sur un lieu où j'exposais, que l'arbre, du côté où, et c'est vérifié scientifiquement, du côté du lampadaire, c'était l'automne, mais les feuilles étaient encore vertes. De l'autre côté où c'était noir, les feuilles étaient déjà en train de tourner. Voilà. Avec la lumière, éclairer la nuit, en fait, l'arbre va continuer à faire des feuilles plus tard dans la saison, va démarrer plus tôt, va faire des feuilles plus tôt au printemps. Alors on se dit, bah, super, enfin, génial, tant mieux. Mais en fait non, parce qu'il prend sur ses réserves, il est en stress hydrique, et petit à petit il meurt. Donc on est en train de l'exploiter, de le rendre malade. Donc finalement, on en arrive à la question, comment mieux éclairer? Bon, petite boutade, pas comme ça. Alors là, j'étais partie en Bretagne, parce qu'en Bretagne, en fait, ils ont des serres de tomates bio qu'ils éclairent comme ça. Comme c'est du bio, ils ne peuvent pas chauffer les serres. Donc, ils n'ont rien trouvé de mieux que trouver une solution alternative. Cette solution alternative, c'est d'éclairer avec des LED roses fluo qui augmentent la croissance. Comme on disait tout à l'heure, ils ont très bien compris que l'arbre, la nuit, le plant de tomate, la nuit, il se repose. Ce qu'il faut, c'est augmenter sa croissance. Donc, on ne le laisse pas se reposer et on l'éclaire avec des LED roses. Et comme ça, on augmente sa productivité. Voilà. Le truc incompréhensible, c'est qu'il n'y a pas que les plants de tomates qui sont éclairés, il y a toute cette partie de la Bretagne, c'est monstrueux. J'y allais, c'était un fait qui est dénoncé depuis des années, il y avait des articles dans les journaux depuis longtemps. Je me disais, c'est pas possible, depuis, ça doit plus se faire, ils ont dû arrêter. Et on arrive de loin, ça se voit, j'étais sidérée que ça existe encore et que pourtant, les journaux titrés d'aurore boréale en Bretagne, c'est une honte. Vous imaginez les villageois autour, l'impact que ça a sur leur sommeil et la qualité de vie, c'est... Voilà. Donc, revenons à des choses de plus. Comment mieux éclairer? Déjà, en décidant qu'est-ce qu'on doit éclairer. Et une différence flagrante entre les deux. Le premier, on ne sait pas, on éclaire tout. Lampadaire complètement boule, l'absurdité totale de ces lampadaires boule qui éclairent tout, sauf ce qu'ils font, puisqu'il fait de l'ombre en dessous. Voilà. De l'autre côté, vous avez un lampadaire, dont la photo est prise justement dans les Cévennes, un lampadaire bien ciblé, comme ceux qu'on a finalement dehors, qui va éclairer le sol, et puis absolument rien. Il faut éclairer vers le bas, et ne pas éclairer le ciel. D'accord? Voilà. Il y avait quand même quelque chose à ne pas confondre, c'est le sentiment d'insécurité et la sécurité. On se dit, on éclaire parce que sinon c'est dangereux. Et en fait, non, pas du tout. On a l'impression que c'est dangereux, c'est un sentiment d'insécurité. C'est pour ça qu'on éclaire. Mais on ne risque rien. Il y a des tas d'études de gendarmerie et de police qui montrent que finalement, larcins, enfin tout ce qui est de ce type agression ou autre, ou vol, se font soit en journée, soit se font dans les zones éclairées, la nuit. Parce que le cambrioleur, il n'a pas plus que vous le noir, et que dans le noir, il va être obligé d'éclairer, et avec sa frontale, il va se faire repérer à des kilomètres. Ça va de suite paraître louche, donc il évite ce genre de situation. Voilà. Donc, voilà, les statistiques de la police sont là. C'est pas, la lumière n'est pas, enfin l'obscurité pardon, n'est pas égale à insécurité. Pareil sur les routes, éclairées, en fait ce qui est dangereux sur la route c'est la vitesse. Quand c'est éclairé, vous allez plus vite, donc les accidents seront plus dangereux.
Voilà, si c'est noir, vous ferez plus attention et il y aura moins de risques. En fait, c'est statistiquement là aussi prouvé. Donc, cibler ce qu'on veut, c'est la première des choses qu'il faut faire et que font toutes les municipalités et tous les interlocuteurs qui... qu'est-ce qu'on doit éclairer? Et on ne doit pas éclairer la façade des maisons parce que après les personnes vont voter pour vous. Non, on éclaire le sol. Là, je suis allée j'ai pris l'exemple en Suisse parce que voilà, j'ai travaillé à une maison d'édition suisse, mais ça se fait partout en France. Je tiens bien à le dire et j'y reviendrai. L'autre mieux éclairé, c'est aussi éteindre dans la nuit. Au beau milieu de la nuit, ça ne sert à rien de laisser éclairer. Donc il y a beaucoup d'endroits où justement, la première photo s'est prise avant l'extinction, c'est-à-dire à 11h, et la deuxième à minuit, et on voit la différence au sol, elle est flagrante. C'est vraiment, le sol est beaucoup plus noir. Donc ça en France, c'est encouragé par l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne, qui décerne un label, Ville et village étoilés. Justement, ça fait partie des choses qu'il faut faire, éteindre au milieu de la nuit. On n'a pas besoin d'éclairer. Par contre, ce qu'on se rend compte aussi sur cette photo, et j'y reviendrai encore après, c'est que, d'accord, ils ont travaillé sur leur sol, il est sombre, mais leur ciel reste lumineux. Parce que la lumière, en fait, ça se voit de très très loin. Et le problème, pour eux, il est que là-bas, tout au fond, ici, vous avez les bords du lac Léman, et là c'est terrible au niveau de pollution lumineuse, et avec la réverbération, ça éclaire jusque chez eux. Donc ça montre que, en fait, en matière de pollution lumineuse, et tant mieux, on a besoin de se concerter les uns les autres, parce que sinon, si on travaille tout seul dans un coin, on est quand même impacté par les autres. Voilà. Par exemple, Montpellier, qui est pourtant loin des Cévennes, fait comme une bombe lumineuse dans le ciel. Barcelone, qui est à 250 km de la réserve du pic du Midi, pollue quand même le pic du Midi, au niveau lumière, gêne. Donc ça impacte très loin. L'autre solution, la troisième solution, il faut éclairer vers le bas, il faut éteindre dans la nuit, et il faut aussi moins éclairer. Alors là, j'ai pris, en fait ça c'est Alès, mais c'est Alès il y a un petit moment, je tiens quand même à le dire, et puis c'est déformé avec un objectif qui était très lumineux aussi, et qui avait un petit effet, c'est un très vieil objectif russe que j'ai utilisé, c'est là, pour rendre la pollution lumineuse artistique. Mais donc ça a été fait il y a quelques années, et donc c'est pour montrer qu'on s'est rendu compte, et Alès justement, Porte des Étoiles, a bien travaillé là-dessus, il faut baisser la quantité de lumière. Et on se rend compte que, justement on ne s'en rend pas compte, si vous passez sous un lampadaire et que c'est moins éclairé, votre œil va s'y habituer, au bout de 2-3 jours, vous ne vous rendrez pas compte. Il y a des tas de municipalités qui m'ont prévenu qu'elles allaient diminuer l'intensité de moitié, voire plus. Au début, les habitants n'étaient pas très chauds, on ne va rien y voir, on va tomber. Et puis en fait, au bout de 2-3 jours, ils avaient complètement oublié que certains croyaient même qu'on avait remis la lumière comme avant. Parce que notre œil s'habitue et on a tendance à oublier qu'on éclaire trop ces dernières années. Voilà. Donc on peut baisser l'intensité. Et donc tout ça, ce sont des choses qui se font dans les réserves de ciel étoilées, les RIS, dont fait partie le Parc national des Cévennes. Alors ces RIS, la première a été inaugurée en 2007 au Québec. Depuis, en France, on en est à 3 réserves de ciel étoilé. Donc, à chaque fois dans ces réserves de ciel étoilé, il y a un gros travail qui est fait de concertation entre tous les interlocuteurs, de façon à ce que ce soit quelque chose sur le long terme et de vraiment efficace. Il faut que les habitants soient concertés, toutes les municipalités. Et voilà, c'est ce travail de concertation qui est vraiment extraordinaire entre tous les interlocuteurs, et on s'engage sur la durée. Et croyez-moi, pour avoir ce label, il faut vraiment, il y a du boulot. Et ce qui est bien, c'est qu'en France, on a quand même 3 réserves. On en a 2 encore, au moins une qui est en train de se préparer, vers l'Auvergne. Et
on a une chance folle de ce point de vue-là. Je dirais qu'on est vraiment en avance sur les autres pays. Vous passez, alors cette photo, elle est prise en Suisse, le parc de l'Autriche. Ils essaient depuis des années d'avoir le label et ils n'y arrivent pas. Parce que c'est vraiment drastique comme condition, on ne l'a pas comme ça facilement. Et il y a toujours des choses qui ne vont pas et ils ont du mal. Voilà. Donc, en Espagne, en Italie, il n'y en a pas non plus. Il y en a quelques-unes au Royaume-Uni. Mais la France est vraiment super bien placée. Et c'est bien, pour une fois, on est les bons élèves. Quand je vais en Suisse, je suis effarée par la pollution lumineuse. Alors que sur d'autres domaines, la Suisse est un très bon élève, hein, mais sur la lumière, c'est une catastrophe. Et en France, on a fait énormément de choses. Et c'est vrai qu'en fait, on se dit que c'est pas compliqué, c'est économique, c'est facile, il suffit d'éteindre, enfin faire des économies. Hein. C'est écologique, on fait attention. Et c'est une pollution qui se règle de suite. C'est pas comme l'air où il y a une inertie. Donc pourquoi s'en priver? Alors, pour arriver à convaincre les gens que c'est essentiel de travailler là-dessus, eh bien, il faut leur expliquer que ça va permettre de rallumer les étoiles, effectivement. Dans une ville, on en voit 10, maximum 50 des étoiles. C'est tout. Si vous êtes dans un lieu comme ça, comme dans les Cévennes, vous en voyez 2000 à 3000. C'est vraiment extraordinaire. Et vous savez, il y a des gens, sur les expositions, quand j'ai montré cette photo, qui viennent et qui grattent et qui me disent « Vous avez rajouté des photos, vous avez rajouté des étoiles, c'est pas possible, il ne peut pas y en avoir autant. » Voilà. Et j'ai envie de leur dire « Sortez, allez-y. » Quand on est dans un endroit comme ça, la photo, pour moi, elle n'est pas à la hauteur de ce que j'ai vécu. On a l'impression qu'en tendant les doigts, on va toucher les étoiles. C'est vraiment une expérience quasi charnelle. On a les étoiles qui envahissent le ciel, c'est vraiment extraordinaire. La lumière qui arrive du ciel. Donc, voilà, je voulais vous faire profiter justement. Ça, c'est le lac des Pises, en plein cœur du... Pour vous montrer qu'on allait se promener la nuit et on a des ambiances à 2 pas de chez nous qui sont extraordinaires. Pareil, hein, il y a 60% des Européens ne peuvent pas voir la Voie lactée. Conclusion, il y a plein de gens de nos jours qui ne savent pas que la Voie lactée est au-dessus de nous tous les soirs, qui croient que c'est un phénomène occasionnel ou qu'il faut aller dans le désert pour la voir, alors qu'elle est là au-dessus de nous tous les soirs. Donc, vous savez qu'à New York, il y a eu une panne d'électricité. Les gens se sont retrouvés dans le noir, ils ont regardé par la fenêtre, ils ont vu un nuage argenté, ils ont appelé les secours. Parce qu'ils ont pensé tout de suite à un nuage chimique. Et ils étaient tous affolés. C'était la première fois qu'ils voyaient la Voie lactée. Et ils n'ont pas reconnu, ils ne savaient pas. Donc on en revient à une période d'obscurantisme. On a peur face à l'inconnu. Donc il faut absolument combler cette méconnaissance et inciter tout le monde, permettre à tout le monde d'aller voir la Voie lactée, de voir la Voie lactée au-dessus de nos têtes. Cette photo, en fait, je voulais montrer, alors ça s'appelle Une petite planète, hein, c'est un assemblage de plein de photos, pour inciter effectivement à prendre du recul. C'est vrai qu'on est dans notre bulle Terre, encore plus la journée, et on n'a absolument pas conscience la journée que de notre position dans l'univers. C'est déjà bien parce que la nuit nous révèle ce qu'on ne voit pas. Et on voit toutes ces étoiles, et là, du coup, on se rend compte que, quand même, il y a autre chose que notre Terre. Et c'est indispensable d'avoir ce recul-là. Je ne dis pas de l'avoir tout le temps, mais de temps en temps d'expérimenter ça, c'est important de prendre ce recul. Et moi, j'aime bien avoir ce paradoxe, en fait, de l'être humain qui, on est pris dans notre vie, notre vie sur Terre, nos chagrins, nos amours, tout est super important et ça conditionne notre vie personnelle. Et puis de prendre ce recul et de se rendre compte qu'en fait, à l'échelle de l'univers, on est
permet de prendre un petit peu de recul. Et voilà, et ça nous fait du bien aussi de temps en temps un petit peu pour décompresser, quoi. Et ça permet aussi de montrer que la vie sur Terre a un caractère complètement exceptionnel et qu'il ne faudrait pas tout gâcher, hein. C'est très très fragile, c'est un tout petit espace, on est tous là-dessus, embarqués sur le même navire. Il ne faudrait pas faire trop de bêtises. Et justement, ce qui est bien aussi, c'est que quand on regarde le ciel la nuit, on se pose plein de questions. Et là, je voulais montrer qu'on voyage dans l'univers en ce moment à des vitesses phénoménales. On tourne autour du Soleil, mais le Soleil tourne autour de la Voie lactée. La Voie lactée se déplace dans l'univers, il n'y a rien qui est immobile. Et à des vitesses, mais que vous n'imaginez même pas, qui peuvent atteindre plusieurs millions de kilomètres à l'heure. Donc et nous, on est là, on a cette sensation d'immobilisme, c'est paradoxal. Donc par la photo, c'est bien aussi de montrer ça, voilà, et d'alerter sur ça. C'est vrai qu'on a tendance à croire que tout est relatif, que c'est la frénésie sur Terre, que c'est l'agitation permanente, c'est vrai. Et puis quand on regarde le ciel, on a une impression de calme, de sérénité. Mais si on se place à une autre échelle cosmique, franchement, c'est sur la Terre que les vitesses sont insignifiantes et que les agitations ne comptent pas vraiment. Par contre, les mouvements dans l'univers, c'est la tempête. D'ailleurs, certains, quand ils regardaient cette photo, me disent « Vous avez assisté à une tempête ?» Voilà, mais c'est une tempête à l'échelle cosmique. Et nous, on ne peut que regarder ça à l'échelle du temps. Ça dure quelques microsecondes. On est insignifiant au niveau temporalité et au niveau espace. Et c'est bien de temps en temps, pas tout le temps, hein, sinon on ne pourrait pas vivre, on ne pourrait pas avoir cette idée-là tout le temps avec nous, mais c'est bien de se le rappeler de temps en temps. Voilà. Voir les étoiles aussi, ben, ça permet d'observer des phénomènes extraordinaires, importants pour les scientifiques. Là-bas complètement, vous avez la comète Neowise qu'on a vue pas cet été, l'été d'avant. Et à propos, je ne sais pas si vous savez, il y en a une autre en ce moment qu'on peut voir, Léonard. Voilà, donc c'est extraordinaire. Moi, j'avais été marquée par, en 1999 et en 2000, par le passage de 2 comètes. C'est mes premières photos de ciel, je les ai faites sur ces comètes Hyakutake et Bob. Et j'avais été abasourdie par cette présence dans le ciel. Et de savoir là qu'il y avait Neowise au dernier moment qui s'annonçait et qu'on allait en revoir une, j'étais vraiment en tous les états. Et donc j'avais dit, il faut absolument que j'aille les photographier. Alors ça c'est en France. Hein. Moi je rêvais d'aller au Chili, sur le désert d'Atacama, photographier. Il y a un site avec des paraboles comme ça, l'Alma. Mais bon, c'était un peu ambitieux comme projet. Puis là, pour le livre, c'était pas cohérent du tout. Et puis je me suis rendu compte que nous avions le 2e réseau de télescopes au monde, le plus grand, après celui du Chili, sur le plateau de Bure, dans les Alpes. Et donc voilà, je suis allée photographier, passer toute une nuit là-haut, dehors, et photographier la comète, et puis les étoiles, filmer. On a vraiment l'impression d'être aux portes des étoiles, c'est vraiment magique. Et j'ai dormi là par terre, à côté, voilà. Parce qu'en fait c'est un désert de pierre, hein, c'est très très caillouteux. C'est impossible du coup de dormir, et comme il y avait quand même 1000 mètres de dénivelé pour y monter, on peut y monter qu'à pied. Avec mon époux, on était trop chargés au niveau matos photo pour avoir autre chose. On n'avait pas pris de tente, on avait juste pris un petit duvet. C'était en plein été, bon, c'est à 2500 mètres. Voilà. Donc le seul endroit finalement où on a pu dormir confortablement, c'est sur le goudron, entre les paraboles, parce que là c'était au moins c'était blanc. Voilà. Donc, alors, par contre, les scientifiques, ils ont besoin de voir ces phénomènes. Hein. Et s'il y a trop de pollution lumineuse, ça les empêche de travailler. Vous savez quand même que les comètes sont sûrement à l'origine de la vie et de l'eau sur Terre. Donc, elles ont une importance et leur étude est
est très importante. Comprendre tout ça. Dans les endroits où il n'y a pas de pollution lumineuse, on découvre ça. Très honnêtement, avant de travailler sur le livre, je ne connaissais pas du tout. Ça s'appelle la lumière zodiacale. C'est ce phénomène-là que vous avez ici. Voilà, ce n'est pas de la pollution lumineuse. Vous avez de la pollution lumineuse en bas, orangée, mais cette lumière-là qui monte comme ça en forme de triangle, de cône, et qui est en lumière blanche, en fait, ce sont les poussières qu'il y a entre les planètes qui sont éclairées par le soleil. Et à peu près 1h30 après que le soleil se couche, on va avoir la diffusion de la lumière du soleil sur ces poussières. Et donc ça fait une espèce de halo comme ça qui monte dans le ciel, qui peut monter même très haut, voire même faire carrément tout le tour, exceptionnellement. Mais en fait, j'étais déjà super contente de voir ça parce que c'est quand même pas un phénomène courant. Et il faut aller, par exemple, dans les Cévennes pour avoir un endroit vraiment sans pollution lumineuse et pouvoir le voir. Donc, j'étais ravie. Voilà, j'étais aussi allée voir sur le plateau de Calerne, j'étais allée assister à une pluie d'étoiles filantes. Alors les pluies d'étoiles filantes, on connaît celle de l'été évidemment, les Perséides, mais il y en a toute l'année, il y en a plein d'autres. Et celle-là, c'est les Géminides en décembre. Donc pour arriver à faire cette photo-là, comme vous l'avez vu, c'est une étoile filante de temps en temps, donc c'est une association, un assemblage de plein de photos pendant 1h30. Voilà, et c'est déjà pas mal d'avoir une dizaine d'étoiles filantes. Alors, j'attends avec impatience le 2032, parce qu'on aura, en fait, en novembre, il y a les Léonides, et tous les 33 ans, il y a une tempête d'étoiles filantes. Et en 1800, alors je l'ai noté parce que là, n'en voyez pas, en 1833, il y a 240 000 météores qui sont tombés dans la nuit. 240 000. Vous imaginez la fréquence? C'est pas 10 en 1h30, hein, du coup. Donc, ils annoncent quelque chose du même acabit pour 2032. Donc, il faudra en profiter. Voilà, ce sera au mois de décembre. C'est déjà noté sur mon agenda. Voilà. On en reparlera après si vous voulez. J'ai fait une petite aussi... je me suis rendu compte qu'il y avait autre chose qui polluait pas mal notre ciel et qui empêchait nos astronomes de travailler, ben, c'était les satellites. Et on en entend parler en ce moment beaucoup, SpaceX envoie en ce moment par dizaines, il a prévu d'envoyer jusqu'à 42 000 satellites par train. Et donc, à l'heure actuelle, avant ça, il faut savoir qu'il y avait environ 3000 satellites. Et encore, la plupart, ils étaient très hauts, donc ils gênaient moins pour l'observation. Et là, en fait, cette photo, c'est en 1h30, une petite portion de l'espace, du ciel, juste à côté d'Alès, une nuit, voilà, pendant 1h30. Voilà tout ce qui est passé, tout ça, c'est des satellites. D'accord. Donc quand ils en annoncent bientôt 42 000 dans notre espace, et encore, ça c'est que pour SpaceX, parce que chacun veut faire ses méga constellations, forcément ils ne vont pas s'entendre entre eux, une pour tout le monde, financièrement c'est pas rentable, donc Amazon veut aussi faire la sienne, etc. Alors ça pose deux problèmes, ça pose le problème de ces points lumineux qui traversent le ciel et qu'on confond à force avec des étoiles filantes. Donc c'est quand même légèrement agaçant de se demander à chaque fois si c'est une étoile filante ou un satellite. Et puis, donc ça, la réflexion, alors ça, ils travaillent dessus en obscurcissant, maintenant en mettant la peinture noire pour obscurcir et que ça ne réfléchisse pas à la lumière du soleil. Donc certes, le problème c'est que ça reste quand même un objet opaque et que quand les astronomes ils veulent photographier quelque chose qui est derrière le satellite, eh ben, ils ne se voient pas. D'accord? Surtout que ce sont des satellites qui sont relativement bas, comme on disait. Donc ils ont une empreinte dans le ciel qui est assez importante. Voilà, donc ça fait des points noirs qui empêchent, s'il y a une étoile pile derrière, eh bien on ne peut pas l'étudier et ça annule des tas de travaux de recherche des astronomes. Il faut savoir qu'il y a encore beaucoup d'observations qui se font du sol. Et la France a notamment des observatoires au sol. Donc ils sont mis en
en danger par ce genre de phénomène. Voilà, donc voir le ciel étoilé, c'est quand même aussi, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, hein, c'est rêver, c'est s'émerveiller, c'est réaliser qu'on a un trésor sous nos yeux et apprendre à en profiter. Que ce trésor il est accessible, comme je disais tout à l'heure, de partout, et que ce n'est pas le cas de plein d'autres trésors, hein, où il faut se déplacer. Et j'avais demandé à mes collégiens, justement, il y a de ça 2 ans, j'avais fait un petit sondage à l'échelle du collège pour savoir pourquoi il était important de voir le ciel étoilé. Et ce qui en était ressorti, c'était absolument... ils n'avaient pas du tout les mêmes réponses que les adultes. La première réponse, c'était justement rêver. Et il y a une réponse qui arrivait aussi presque en premier, c'était se sentir libre. Ils avaient besoin de voir le ciel étoilé pour se sentir libre. Et effectivement, c'est quelque chose que je ressens moi énormément aussi, et dont je vais vous parler. Donc, quand on est sous le ciel étoilé, là comme ça, en fait, on a toute la pression qui retombe. Nos journées sont souvent de la folie, on doit penser à plein de choses. C'est pour ça qu'il est bon le soir de commencer à baisser les lumières et ça permet aussi cette mise en condition vers la nuit. Et en fait, quand je sors, je vais faire une sortie nocturne, moi j'ai besoin qu'elle dure plusieurs heures. Je ne sors pas du tout un quart d'heure, 1 heure, ça ne suffit pas. Les 2 premières heures, elles vont être juste là pour, petit à petit, ce serait comme un oignon, enlever les couches de la journée et, au fur et à mesure, me mettre en fait dans l'ambiance et oublier tout ce qui ajoute cette pression. Et au fur et à mesure, on se rend compte que voilà, cette nuit, on est loin de tout ce qui est... Il n'y a plus de jugement. C'est ça qui est important aussi. On peut s'évader plus facilement. Donc je comprends tout à fait les enfants quand ils parlaient de liberté. Parce qu'on se sent libre, parce qu'on se sent moins jugé. Hein, il y a cette histoire de regarder les étoiles, d'être dans le noir. C'est un peu comme un grand voyage. Quand je pars la nuit comme ça, on me demande si je ne suis pas fatiguée, mais pas plus que si j'étais partie faire un grand voyage. Ça a duré juste 4-5 heures une nuit. J'ai l'impression d'être partie à l'autre bout de la planète. Ça me fait un bien fou, c'est incroyable. Et voilà, je voulais du coup vous inviter sur une de mes sorties. Pour vous dire que ça peut être aussi avec la Lune. Je n'ai pas beaucoup parlé de la Lune, mais avec la Lune aussi, ça peut être magique. Vous voyez qu'on est sur un autre rythme. Il y a mieux partout, on prend son temps. Et quand ça fait plusieurs heures que je suis sur le terrain, eh bien, on se laisse complètement, on rentre vraiment en immersion dans ce qui nous entoure. Et là, j'étais allée voir un arbre. En fait, c'est le plus vieux genévrier du monde. Il a 1800 ans. Il est en France aussi. Et autour de lui, il y avait vraiment un esprit, une magie. Il y avait vraiment toute une ambiance. Donc j'avais fait ce qu'on appelle un peu de light painting, justement, pour illustrer ça, parce que j'avais l'impression que depuis 1100 ans, il avait pu quand même passer 50 générations d'humains, vous vous rendez compte. Il en avait passé des choses. Et voilà, donc
c'était ces esprits, ces fantômes que... à 3 heures du matin, on devient sensible à des choses qu'il est difficile d'expliquer là, mais qui sont évidentes en fait. Il y a des énergies, des choses qui se passent, qui sont d'un tout autre, qui n'ont rien à voir avec la rationalité. Et j'en arrive à parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur du coup, parce que c'est vrai que la nuit, pardon, excusez-moi, vous m'entendez quand même ou... Oui, oui. Excusez-moi. On pourrait se contenter du ciel étoilé, mais la nuit, ça ne se résume pas à ça. Et c'est l'obscurité. Et moi, je tiens encore plus à l'obscurité presque qu'au ciel étoilé. Ce noir dont on parlait au début, qui est en train de disparaître, est très important. Et finalement, quand on éclaire tout le temps, notre société, c'est symptomatique du fait qu'on refuse cette nuit. Et refuser la nuit, en fait, c'est refuser la finitude des choses. Je me suis rendu compte qu'en fait, on n'accepte pas que les choses finissent. C'est pareil avec la vie et la mort. Donc, il faut accepter que la nuit arrive. Et en fait, il faut apprendre ça dès le plus jeune âge. En gros, laisser ses enfants dormir avec une veilleuse, c'est donner le message que la nuit est dangereuse et qu'il faut se protéger d'elle, avec la lumière. Et finalement, ça ne va pas. Il faut accepter cette nuit. Il faut accepter de gérer cette peur et de grandir avec. Et une fois qu'on a accepté ça, on se rend compte que la nuit et le noir, ce n'est pas juste la fin de la journée, c'est aussi plein d'autres choses qui vont se révéler à nous, que c'est très très riche. Mais il faut passer ce stade, et ce stade, normalement, on le passe pendant notre enfance, justement. Donc, le problème actuellement, c'est que si tout est éclairé tout le temps, les enfants, ils ne vont plus apprendre à gérer cette peur de la nuit. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand on est petit, on s'amuse à ça, hein, et ça fait partie du jeu. Et moi, justement, j'ai eu envie d'aller avoir une expérience du noir total dans la nature, avec tout ce que ça implique. Donc je suis allée dans cette buissière. En fait, ce sont des buis, c'est sur le Larzac. Et quand on s'engouffre, on voit sur la photo, hein, c'est complètement hermétique, c'est très épais, c'est très petit. Et après, on est vraiment dans le noir. Donc je vous mets la suite. Et quand j'étais là-bas, en fait, j'ai éteint. Là, j'étais vraiment dans le noir. J'ai complètement tout éteint. Et là, c'est une expérience. J'aurais aimé vous le faire vivre, mais je suis désolée. On a de la lumière, on n'est pas dans le noir, mais voilà. C'est l'expérience que vont vivre les enfants en s'enfermant dans le placard. À un moment donné, ça fait partie des jeux auxquels on joue et auxquels il faut jouer, qui sont sains en fait, hein, pour apprendre ça. Et on se rend compte que quand on est dans le noir complet, qu'on n'a plus le repère visuel, d'un seul coup, nos autres sens se développent de suite. Et là, on se dit, ah oui, il y a un moment donné où quand même, on est aussi une proie. Il faut l'accepter, ça nous fait du bien. On est tellement sur notre planète, au sommet de tout, à jamais se remettre, à jamais se sentir en danger, que c'est bien d'avoir ce sentiment-là de proie. Et donc, tout autour, les sons nous arrivent, nos oreilles deviennent de vraies paraboles, et on écoute tous les sons, on est très attentif à tout ça, on est aussi attentif au toucher, au marcher. J'ai voulu marcher dans le noir complet, on fait effectivement très attention de là où nos pieds, le contact avec le sol, c'est très, très important aussi, ça nous apporte plein de renseignements. Autre chose qui est très important, c'est tout ce qui est touché, l'air chaud, l'air froid. On s'imagine très facilement quelqu'un qui viendrait nous souffler de l'air chaud. Donc voilà, on est vraiment à l'écoute de tout ça et on se rend compte qu'effectivement les animaux nocturnes, ils ont développé. Il y a des animaux qui sont très sensibles à la variation de température de l'air et qui vont détecter comme ça la présence d'autres animaux. Donc, et nous, on n'est pas du tout fait pour ça. Et c'est très perturbant de se mettre dans cette situation-là, mais c'est très amusant aussi, il faut le dire. Et donc après, je suis restée dans le noir, je n'ai plus bougé. C'était dans moi, ça?
Ça, c'était pas dans ma bande. Il y avait du réseau. Vous avez vu le choc quand je vous remets la lumière, comme c'est agréable, hein? Vous imaginez les hiboux quand on les éclaire, qui sont 100 fois plus sensibles à vous. Donc voilà, ce que vous venez d'entendre, c'est la chouette hulotte, c'est le son le plus merveilleux au monde pour moi. C'est l'animal qui me, même au-delà du cerf, pourtant quand il brame c'est magique, mais quand je l'entends, je trouve qu'elle, ce son caractérise complètement la nuit. Il est à la fois vibrant, il y a des trémolos, c'est extraordinaire, c'est fort, c'est puissant. Ça fait peur quand on est tout seul dans le noir, ça fait peur aussi. Hein. Je comprends très bien qu'il fut un temps où c'est assez flippant comme bruit, mais c'est vraiment géant d'en entendre. Et quand on a la chance d'en avoir deux qui se répondent et que c'est la période de la parade et qu'elles ont des variations extraordinaires, voilà. On est vraiment dans l'esprit de la nuit là. Alors cette photo, là on est... Moi j'aime quand les conditions sont dures. Là il y a de la neige, il y a du vent, ça souffle, c'est l'hiver. Et je recherche ça, j'évite les sorties en plein été, parce que ce que j'aime c'est être dans l'instant présent. Et franchement, on est dans l'instant présent quand... si vous savez très bien, si vous allez voir les étoiles filantes en plein été, vous êtes tout à fait capable en même temps de papoter d'autres choses avec celui qui vous accompagne, et puis de penser à ce que vous allez faire demain, et en fait la sortie elle est complètement ratée, parce que c'est pas ça. Alors que quand on est là, qu'il fait moins 10, qu'il y a du vent, qu'il y a un bruit, le vent, on est dans sa bulle, et on sait que si on se met à penser à autre chose, presque on peut mettre sa vie en danger, parce que il faut être là, il faut faire attention à où on marche, il faut faire attention à tout ce qui se passe autour. On est absolument dans l'instant présent, exactement comme finalement une séance de yoga. Hein. Et c'est ça qui fait un bien fou, parce qu'on ne va penser à rien d'autre. Et plus les conditions sont dures, et plus c'est intense. Et il y a Michael Fussell, un philosophe, qui dit qu'on a besoin de conditions comme ça pour devenir, à ce moment-là, on devient hibou. C'est-à-dire qu'on devient capable de s'identifier à tout ce qui nous entoure. On fait vraiment partie de la nature. On est un parmi tout le reste. On n'est plus l'être humain on est un animal en même temps que les autres. Et on peut s'identifier à la renarde qui a froid et qui doit protéger son petit, au hibou qui va chasser et qui est gêné par la lumière. Donc on s'identifie à tout ça, on fait de l'empathie grâce à ça. Et après, quand on revient le lendemain, on est ambassadeur du coup de cette expérience. Et on peut parler de comment il faut faire pour protéger les animaux. Voilà. Mais pour savoir de quoi on parle, il faut avoir été à leur place. C'est pareil pour tout, hein. En fait, dans la vie. Si vous voulez parler de plein d'autres problèmes, il faut avoir... si vous avez vécu le problème de l'intérieur, c'est plus profitable. On pose souvent la question de la peur. La nuit, avez-vous peur? Et franchement, donc, comme je le disais, ben oui, mais c'est pas une peur, c'est pas une terreur, c'est pas une peur, c'est un frisson, une peur délicieuse, on va dire, quelque chose qui fait qu'on se sent bien là où on est, qu'on est face à quelque chose de plus fort que nous, pour une fois, qui nous fait, et ça, j'aime bien parce que ça nous fait nous sentir vivants. Voilà, on est tellement habitué à être en situation de domination et à ne jamais se remettre en question que là, on est plus du tout dans la même situation. Tous les bruits autour, tout ce qui nous entoure se rajoute à cette expérience, et c'est vraiment extraordinaire. Et il y a Kant qui disait que la journée est belle, mais que la nuit est sublime. Et dans ce mot sublime, justement, il y a la notion d'effroi. Effectivement, c'est effrayant de regarder les étoiles et de se dire on sent, on est tout petit, on n'est rien, on est insignifiant. Voilà, c'est effrayant. C'est un peu comme si on était face à un abîme et qu'on allait tomber. C'est effrayant d'être dans le noir, tout seul, démuni, mais en même temps, c'est ça qui fait que c'est beau, voilà, que c'est sublime, justement. On est au-delà de ça. Et je pense que, moi, personnellement, j'ai amené mes enfants vivre ce genre d'expérience
accompagner évidemment, parce que tous nos enfants ont besoin à un moment donné de vivre ce genre d'expérience du noir, du silence, du froid, de la nuit, et pas, voilà, vraiment de l'immersion, de l'immersion. Et il y en a une qu'on se pose souvent que la nuit d'ailleurs, c'est sommes-nous seuls dans l'univers. Et c'est une question, si vous sortez, si vous regardez les étoiles, forcément à un moment donné vous allez vous la poser. Alors là-dessus les scientifiques sont très partagés, il y a un vrai clivage. Il y a ceux qui pensent qu'on est une exception et que tout s'est développé sur Terre dans le cadre de cette exception et que voilà, c'est oui, nous sommes seuls. Et puis il y a ceux comme Daniel Quiroz, qui est prix Nobel 2019, qui pensent que dans les 100 prochaines années, nous allons trouver la vie extraterrestre. Donc pour lui, on est juste une parmi des milliers, des millions d'autres situations, et il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas ailleurs quelque chose d'autre qui existe de la vie ailleurs. Donc, dans tous les cas, ça sera un peu ma conclusion, il faut absolument que nous continuions à sensibiliser nos enfants à la beauté du ciel. Il y a un phénomène qui s'appelle l'amnésie générationnelle environnementale, c'est un bien grand mot qui dit en fait simplement que si nos enfants ne connaissent pas le ciel étoilé, par exemple, et c'est valable pour toute notre expérience, s'ils ne font pas l'expérience du ciel étoilé dans leur enfance, quand ils seront dans leur vie adulte, dans rien, dans aucun de leurs gestes, dans leur travail, etc., ils se projetteront dedans et ils ne feront rien pour le protéger, puisqu'ils ne sauront pas que ça existe. C'est logique, ils ne le protégeront pas. Voilà. Donc, et on aura beau l'expliquer avec des chiffres, tout ça, dire oui, mais c'est pas les chiffres qui parlent, c'est pas les chiffres qui nous font bouger. Ce qui nous font bouger, ce sont les émotions. Et ces émotions, ce sont surtout celles qu'on éprouve quand on est enfant. Donc, il faut vraiment, voilà. Et pour en revenir à mon lotissement, à côté mon seul souhait, puisque finalement, dans les lotissements, il y a beaucoup d'enfants, c'est que la nuit, ils éteignent les lumières pour que les enfants puissent regarder par la fenêtre et puis avoir peur du noir, voir Jupiter qui brille et peut-être même avoir envie de sortir, mais même derrière leur vitre, déjà profiter de ce noir qu'il y a dehors. Et voilà. Et que tout ça, après, ça va constituer leur bagage qui va continuer dans leur vie future. Voilà, je vous remercie pour votre attention.